va enchaîner sur la table ronde numéro 2, qui sera consacrée à la Deep Tech, bien sûr. Vous avez un projet innovant et l'envie de lancer votre start-up. Venez découvrir comment construire votre projet dans les meilleures conditions. Les intervenants, prenez un micro sur votre gauche, ma droite, et rejoignez la scène. Vous avez un micro chacun, un siège chacun. Siem van der Lam, Maximilien Johannides, Philippe Gabrion, Anne Lichtenberger ou Berger, je ne sais pas si on prononce à l'allemande, Berger, à l'alsacienne, alors. Isabelle Prévost et Guilhem Belda. Voilà, vous êtes presque tous là. Pas tous là, non? Voilà, il manque une personne. Vous avez comme vous voulez. Comme vous voulez. Il nous manque encore. Merci à vous 5. Vous avez 30 minutes. Attention de ne pas pointer les micros vers le retour et gardez bien le micro sous le menton quand vous parlez. Voilà, c'est les consignes. Vous avez 30 minutes. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement et je suis modérateur pour cette table ronde. Philippe Gabrion, directeur du service incubation à la SAT XLR. Et je vous propose dans un premier temps un tour de table avec les participants. À moi. Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle Prévost, je dirige le BIC de Montpellier Métropole, donc Business and Innovation Center. C'est une structure qui appartient à la métropole de Montpellier et qui aide les créateurs d'entreprises innovantes dans les 3 à 5 premières années de l'entreprise. Bonjour, donc Guilhem Belda, je suis le cofondateur de la société Cemaxon qui s'intéresse à tout ce qui est fonctionnement du cerveau dans des environnements à risque et plus particulièrement dans le pilotage d'aéronefs. Bonjour à tous, Anne Lichtenberger, je suis directrice adjointe du développement économique à IMT Mines Alès, donc école des mines d'Alès, et responsable de l'incubateur, donc un incubateur qui fait partie des tout premiers incubateurs dans une école d'ingénieurs, puisqu'il a été créé en 1984, et donc il accompagne des porteurs de projets en phase très amont sur les aspects faisabilité technologique et faisabilité économique. Bonjour à tous, moi c'est Maximilien Johannides, donc je suis le cofondateur et président de la société Odaptos et on fait des tests utilisateurs donc, qui vont être optimisés et analysés par l'intelligence artificielle pour détecter les émotions et les sentiments des utilisateurs en visioconférence. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Siem van der Laan, donc dirigeant de la société MTAct. Donc MTAct est une société qui développe des candidats médicaments, notamment avec une première application dans le glaucome. Et donc on a été immatriculé en 2019 et depuis on développe. Et tout récemment on a été installé sur un module ici juste à côté, à la DR13. Et avec plaisir que je vous raconterai mon parcours de dirigeant depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose comme format, c'est de laisser parler vraiment sous forme de témoignage les dirigeants d'entreprise. Et au début, on va laisser Siem présenter son parcours de dirigeant, et notamment avec un focus sur les formations dont il a pu bénéficier pendant toutes ces périodes-là. Et ça nous permettra de faire aussi des petits focus après sur les structures d'accompagnement et les offres qui peuvent être apportées dans différents stades de développement. Très bien. Donc, normalement, il y a une slide qui est pour comme support. Je ne sais pas si elle est présentée exactement. Donc, effectivement, elle est chronologiquement, elle montre les différentes formations, les accompagnements auxquels j'ai pu bénéficier, duquel j'ai pu bénéficier. Et notamment, en premier lieu, on a démarré avec un programme de maturation. Donc, on vient réellement d'une innovation qui a été réalisée au sein du CNRS, donc à l'Institut de génétique humaine ici à Occitanie. Et donc du coup, effectivement, il y a une découverte à la paillasse. Donc je suis un scientifique contractuel du CNRS avec la volonté toujours de développer une société pour amener la valorisation ou la recherche fondamentale vers l'applicatif. Donc, on a commencé avec un programme de maturation classique, donc qui est financé par la SAT Accélère, et pour arriver à un programme d'incubation qui a démarré en août 2018. Donc, ça remonte déjà il y a à presque 4 ans, et dans le temps, c'était Lorraine Miliex qui nous accompagnait. Donc, dans le cadre de l'incubation, qui a été essentielle, c'est une enveloppe qui est mise à disposition auprès des dirigeants pour notamment bénéficier de formations ou de réactifs ou d'accélération très particuliers, techniques ou autres managériales si nécessaire
pour développer le programme. Et on part donc d'une innovation du CNRS, donc réellement à la paillasse, et il faut l'amener ou réaliser notamment un plan d'affaires et tout ce qui vient avec. Et c'est un travail qui est plutôt lourd et compliqué, certainement quand on est un scientifique et qu'on n'est pas formé de base pour ce type de programme. Donc l'incubation a été un très grand bol d'air financier parce que globalement, les différents programmes auxquels j'ai pu participer et duquel j'ai pu bénéficier sont coûteux, demandent de l'argent et on ne l'a toujours pas au départ. Alors, il faut savoir qu'un dirigeant, il doit donner temps, argent et l'investissement personnel dans son aventure. Donc certainement, à mon stade, il n'y avait pas le côté financier. Donc l'incubation m'a permis de notamment sélectionner des dispositifs qui m'intéressaient pour continuer dans ma formation personnelle. Alors, mon parcours de dirigeant, il est notamment articulé autour d'une formation continue. On rentre vraiment dans une logique où tous les jours, on a affaire à des nouvelles situations, à des nouveaux problèmes. Et il faut savoir s'y adapter, il faut savoir trouver les réponses à ça. Donc l'incubation a été un très bel accompagnement et donc du coup m'a permis de participer à un programme qui s'appelait Deep Tech Founders et qui a été donc organisé conjointement avec la BPI. Donc c'est réellement une association indépendante qui fait des formations, notamment pour les scientifiques et les ingénieurs qui ont une volonté ou une vocation à vouloir monter une entreprise ou un projet entrepreneurial. Et donc dans ce cadre-là, il y a bien évidemment des coûts qui sont associés. Et donc l'incubation permet notamment de pallier à ces coûts et de pouvoir rentrer dans ce programme. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce programme, Deep Tech Founders, pour moi, ça a réellement été un tournant au niveau de mon ambition entrepreneuriale. C'est qu'effectivement, c'est un programme qui a vocation à vous faire réfléchir ou à faire réfléchir les participants à qu'est-ce qu'est devenir entrepreneur et quelles sont les difficultés qui seront vraisemblablement à surmonter et comment les surmonter et comment se structurer au niveau de la logique personnelle. Parce qu'encore une fois, c'est un investissement temps et personnel qui est très lourd, donc ça, il faut bien le concevoir. Donc Deep Tech Founders, c'est la première promo en 2018 et elle se passait à Paris. Donc on est dans les locaux de la BPI à Paris, boulevard Haussmann, qui est un superbe local, qui sont vraiment... on est très très bien accueillis et globalement, la formation a été coupée en deux parties. Une première partie qu'on appelle Inside the Lab et une autre partie qu'on appelle Outside the Lab. Donc déjà, en tant que scientifique, c'est quelque chose qui m'a parlé dans le sens où effectivement, on est dans un endroit où il y a un laboratoire. Donc c'est vraiment un laboratoire pour essayer de se trouver soi-même, savoir si effectivement les chemins qu'on veut enclencher sont ceux qu'on espère. Donc le Inside the Lab, c'est principalement des sessions, c'est un bloc de 2 mois, structuré avec des sessions où on a des retours d'expérience de CEO ou d'autres équipes managériales qui ont créé leur propre société. Et donc du coup, on voit des success stories. Donc c'est super intéressant. On voit des gens qui arrivent à développer des sociétés, à faire des chiffres d'affaires, à créer de la valeur avec très peu de moyens initialement, donc rien qu'à partir d'une idée. Donc c'est très motivant. C'est très inspirant. Après, c'est des success stories, donc on ne voit pas tous les downsides de l'entrepreneuriat. Mais globalement, ça nous donne une projection de est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a envie de se projeter, est-ce qu'on arrive à s'identifier avec les personnes qui parlent, est-ce qu'on arrive à comprendre leur trajectoire et leur trajet, et est-ce que c'est donc globalement quelque chose qui va nous être sur lequel on a une volonté forte. Bien évidemment, on aborde dans un bootcamp qui est intermédiaire entre le Inside the Lab et Outside the Lab, les éléments, on va dire, un peu plus organisationnels, administratifs, la comptabilité, chose qu'il faut découvrir également, comment gérer notamment tout ce qui est de comptabilité, les bilans et tout autre rendu administratif qui sont essentiels, parce que c'est des choses à cadrer. On travaille au départ notamment avec des financements et de la subvention, donc on est obligé de rendre des comptes à la virgule près, notamment sur les dépenses qu'on fait. Et donc ça, c'est des éléments qui sont un peu plus lourds, un peu plus embêtants, mais qui font partie notamment du développement en soi-même. Et après, il y a toute une partie outside the lab. Et là, on s'entraîne avec un coach
pendant 3 sessions à réaliser des interviews selon un persona bien établi. Donc on regarde en face de soi qui c'est qu'on a, on essaie de comprendre quels sont les enjeux pour la personne pour rentrer en entretien avec vous, et à partir de là on essaie de trouver les bons éléments, les bonnes accroches pour continuer notamment les discussions. Donc on a un briefing sur les entretiens, et après l'objectif Outside the Lab, c'est le réseau de l'équipe dirigeante de Deep Tech Founders, qui est très très large. Xavier Duportret est également président de Deep Tech Founders, donc qui a monté une start-up très successful, Eligo, donc qui vient, il me semble encore une fois, de réaliser des levées qui sont impressionnantes, avec une croissance réellement dans une logique d'hypercroissance. Ils ouvrent les réseaux notamment pour qu'on obtienne des rendez-vous et qu'on ait des gens pour nous, des gens de la pharma notamment, qui sont prêts à nous écouter et à entendre notre histoire pour voir si effectivement c'est quelque chose qui pourrait les intéresser, certainement pas au court terme, mais dans le moyen, voire long terme. Donc le programme est articulé de cette manière. Donc Inside the Lab au départ, où on voit des retours d'expérience, un bootcamp de 3 jours où on se prépare notamment à tout ce qu'il y a d'interviews et d'entretiens qu'on va planifier. Et après Outside the Lab, donc c'est là réellement Outside the Lab, c'est à nous de jouer et on rentre, et donc on rentre dans le sujet, et donc on obtient des rendez-vous. Et il faut savoir que même si on dit que on n'a qu'une seule chance de faire un bon effet, donc c'est au premier entretien. Il y a eu de nombreux échecs, de mon côté en tout cas, où effectivement on rentre en entretien avec quelqu'un et on réalise qu'en fait non, on ne tire pas sur la bonne ficelle, on n'est pas en phase avec la personne en face de nous, et donc il faut réadapter le discours, il faut réadapter l'angle, et c'est tout l'enjeu en fait, il me semble, de l'entrepreneuriat, c'est de rentrer dans une logique réellement d'adaptation à son environnement, une résonance. Donc il faut l'écouter et après s'adapter à ça et essayer de trouver au bout d'un moment le chemin qui va permettre d'avancer dans les débats et nous amener à un stade un peu plus tardif que ce qu'on l'est au départ. Donc ça, c'est Deep Tech Founders qui m'a donné réellement une motivation de rentrer dans ce domaine-là. Et après, j'ai suivi une formation en avril 2019 au BIC. Donc on a encore une fois cette grande chance à Montpellier d'avoir un BIC qui nous donne des formations, qui nous accompagne totalement gratuitement. En tout cas, pour nous, c'est gratuit. Pour les participants, certes, il y a des coûts qui sont associés, mais ils sont donc subventionnés de cette manière-là. Et le Jump-in Création m'aura permis sur moi de rentrer effectivement dans l'écosystème local, parce que Deep Tech Founders, c'était sur Paris, donc des contacts sur Paris auprès de la BPI, mais on ne connaît pas le local et le régional. Et donc, le Jump-in a donné cet accès-là, notamment aux différents, on va dire, corps de métier structurants, et notamment le comptable que je parlais, on l'a identifié grâce à Jump-in Création. Et bien évidemment, la mise en bouteille, ou en tout cas, c'est le grand bain. Globalement, on rentre dans une logique, voilà, on a décidé qu'on allait créer une société, qu'on voulait faire un projet entrepreneurial, et donc maintenant, il nous faut trouver les différentes personnes auxquelles on veut se greffer pour continuer cette aventure, parce qu'on ne la fait pas seul, c'est toujours en équipe, donc l'équipe est primordiale. Et donc le Jump-in Création nous donne, ou m'a permis notamment la possibilité de rentrer un cofondateur de la société, donc Khaled Ached, qui est arrivé donc effectivement au même moment, et conjointement on a pu bénéficier de ce programme d'accompagnement qui nous a été très utile pour trouver les bons feelings et les bons angles. Donc, suite au Jump-in Création, en juin 2019, on a été finalement retenu ou sélectionné pour être incubé auprès du BIC. Et s'ensuit donc en août seulement, donc après cette trajectoire quand même déjà de 2 ans et demi, l'immatriculation de la société MTAct, qui a initialement bénéficié notamment de l'hébergement, parce qu'on est sur une logique de développement ou de recherche biologique, donc on a besoin d'équipements lourds et de paillasses, d'une domiciliation ou d'un hébergement auprès du CNRS, sur lequel on est toujours. Et finalement, la dernière partie qui a été très formatrice pour nous en tant qu'équipe managériale a été le programme Challenge Plus de HEC,
qui donne toutes les bases, on va dire, techniques du management d'une petite structure jusqu'aux grandes structures. Mais pour nous, la logique, c'était vraiment quels sont les éléments comptables, comment organiser, structurer nos procédures internes pour devenir une société opérationnelle et effective au niveau des résultats. Donc on a terminé avec Khaled le HEC Challenge Plus, qui est vraiment un investissement sur 1 an, donc qui est très long mais qui a été très structurant et très utile. Et depuis, on a bénéficié d'autres subventions et accompagnements, mais j'en parlerai volontiers avec d'autres qui seraient potentiellement intéressés. Mais le temps m'est compté si je ne me trompe pas, donc je crois passe aussi. la parole volontiers. Merci Sim. Peut-être un éclairage d'Isabelle Prévost sur ce temps de formation là, du coup, de l'entrepreneuriat. Oui, alors ce qui est intéressant dans le témoignage de Sim, vous le voyez, c'est la durée. Le projet de création d'entreprise, il n'est pas un matin et on claque des doigts, donc ça a été préparé longuement. Et ce qui est important ici, c'est de se rapprocher des bonnes structures, des bons interlocuteurs dès le départ, bien avant même d'avoir finalement créé l'entreprise. La création de l'entreprise, c'est juste une formalité administrative, mais il y a toute une préparation à faire avant. Et c'est ce que Sim a fait au travers du travail avec AXLR pour la maturation. Mais c'est vrai aussi avec, Habib en a parlé tout à l'heure, le booster d'innovation de Muse ou l'extracteur du CHU. Donc dès le départ, on peut être accompagné dès la formalisation de l'idée pour pouvoir aller au bout. Et puis là, Sim, il n'a pas terminé son parcours, hein, il est toujours accompagné par le BIC, donc Business and Innovation Center. Notre métier, c'est d'offrir du conseil aux entrepreneurs, de leur proposer encore des formations, parce qu'on en a toujours besoin, ou des sensibilisations, il y a toujours des nouvelles réglementations, des choses qui changent dans l'écosystème. Et puis, éventuellement, de pouvoir proposer une offre de location de bureaux ou d'ateliers ou de labos à ceux qui en ont besoin. Et le dernier point, c'est l'intégration à l'écosystème. Ça aussi, c'est important. Des structures comme la nôtre permettent de mieux connaître les intervenants que vous allez rencontrer le long de votre parcours, que ce soit des intervenants institutionnels qui vont impacter votre parcours entrepreneurial, que ce soit des financeurs, parce que c'est le nerf de la guerre et qu'il va falloir aller chercher de l'argent auprès d'un concours, auprès d'un banquier, auprès d'un investisseur. Voilà, donc il y a tout cet environnement où on vous guide, on vous prend par la main, et ce, dans un temps très long, puisqu'on va jusqu'aux 5 ans après la création de l'entreprise. Donc vous n'êtes pas seul, et beaucoup de structures sur le territoire font notre métier également, donc n'ayez pas peur si vous n'êtes pas sur Montpellier, il y en a d'autres ailleurs. Merci Isabelle. Donc effectivement, on parlait de temps long pour MT Act. On débute en juillet 2017 et en 2022, MT Act bénéficie d'un programme d'accélération aussi porté par la SAT AXLR qu'on appelle TTM Factory. Donc on voit qu'effectivement, sur la Deep Tech, on est sur des temps de développement qui sont de 5-10 ans très facilement sur des technologies. Tu en as très peu parlé d'ailleurs de ta technologie, ou alors c'est moi qui n'ai pas écouté. Non, absolument. Donc on est réellement sur du principe actif, donc on est sur du small compounds en thérapie, donc avec une première application dans le glaucome, donc du candidat médicament. Donc c'est vraiment des temps d'appel qui sont très longs, oui. Merci. Je vais donner la parole pour Cemaxon à Guillaume Belda. Et pareil pour un témoignage de son parcours entrepreneurial. Et après, Anne pourra faire un éclairage aussi. Et donc, bonjour à tous. Donc, j'ai créé Cemaxon en fin 2018. Donc, Cemaxon s'intéresse au fonctionnement du cerveau dans les milieux à risque, plus principalement dans l'aéronautique. Puisque lorsque le pilote va atteindre une certaine altitude, il va être soumis à des changements d'oxygénation et avec des accélérations, par exemple. Et tout ça en devant gérer une machine qui va vite et avec des flux d'informations qui sont très importants. Donc dans cette optique-là, on a créé cette société pour étudier ce qui se passe dans leur cerveau et comment prévenir d'éventuels incidents. Et on a lancé un programme de recherche avec différents acteurs du monde académique. Donc tout d'abord Euromove DHM qui est basé sur l'Institut Medicum Mindales et l'Université de Montpellier. Donc, dans ce domaine-là,
on a pu étudier comment fonctionnait le corps lorsqu'il était monté en altitude, comment il fonctionnait lorsqu'il était soumis à des accélérations. Donc tout d'abord en laboratoire, donc dans un milieu très contrôlé, puis ensuite en simulateur et enfin en vol. Et ceci nous a permis du coup d'identifier quels étaient les phénomènes qu'on voulait étudier. Dans un autre côté, on a travaillé sur tout l'aspect industriel. Donc une fois qu'on a identifié les phénomènes tels que la montée du pilote en altitude, sa résistance aux accélérations, on va essayer d'identifier quels sont les capteurs qui vont nous permettre de quantifier les phénomènes. Et donc là, on s'est approché sur 2 technologies principales. La première, c'est l'analyse de l'activité cérébrale. Et la seconde, c'est l'analyse de la voix. Puisque lorsque le corps va être soumis à des contraintes, la respiration va permettre de compenser ces contraintes-là et permettre de maintenir un niveau opérationnel. Et donc actuellement, CMaxon, c'est un projet qui est un projet de convergence technologique très universitaire, puisqu'on a un partenariat avec Euromove DHM sur tout ce qui est fonctionnement du cerveau et un partenariat avec le laboratoire informatique d'Avignon sur tout ce qui est analyse de la voix. Et on est accompagné en fait par l'incubateur Mines Télécom Mines pour faire en fait de cette science une technologie. Donc notre développement il a été réalisé on va dire en 3 phases principales, puisque à l'origine c'est un secteur qui est intéressant, qui est étudié mais sur lequel il reste beaucoup de choses à faire. Donc là, le premier axe ça a été d'identifier quels étaient les phénomènes auxquels pouvaient être confrontés les pilotes en altitude ou lors d'un incident de vol. Donc ça a été un travail de recherche scientifique, de bibliographie, mais aussi d'expérimentation. Donc par exemple, on a réalisé des expérimentations en vol et en caisson. Donc un caisson, c'est une boîte dans laquelle on va enlever de l'oxygène pour simuler de l'altitude, par exemple. Et la deuxième phase scientifique, ça va être de déterminer quel va être le produit qui va sortir de ces recherches. Donc c'est-à-dire sur un programme scientifique avec des objectifs, on va dire à plus long terme, comment est-ce qu'on va découper ces objectifs en fonctionnalités pour pouvoir déjà les tester, les valider en environnement réel, mais aussi les proposer tout au long du développement de l'innovation aux différents industriels ou aux différents pilotes qui seraient intéressés. Donc là, ça s'est matérialisé concrètement par des algorithmes d'analyse de la voix qui ont permis en fait d'analyser des vols a posteriori, par exemple des boîtes noires, qui sont sortis bien plus tôt que d'autres technologies nécessaires au déploiement de la solution. Et enfin, le dernier axe qui est prioritaire dans ce type d'études, en fait, ça va être la mise en corrélation entre les besoins de développement technologique et les opportunités de financement, puisque en fonction de la maturité du produit, on va dire de la technologie, on ne va pas s'adresser au même guichet. Donc, nous, on a été accompagnés très tôt par la BPI sur des programmes Deep Tech, avec l'idée de faire mûrir la technologie au fur et à mesure des mois, voire des années. Et notre partenaire Euromove DHM a été accompagné, a bénéficié du dispositif MUSE, donc Montpellier Université d'Excellence, qui nous a permis d'être basé à l'intérieur du laboratoire pour pouvoir mener des essais sur les différentes plateformes technologiques universitaires. Et donc tous ces éléments-là nous ont permis en fait de réaliser ce qu'on appelle une preuve de concept. Et maintenant, donc après presque 3 ans de développement, on a intégré tous les partenaires au sein d'un consortium qui va durer 2 ans pour développer une solution qui est adaptée aux contraintes en fait du secteur aéronautique, avec les contraintes de certification et de validation produit. Merci Guillaume. Anne, Oui, alors peut-être pour rebondir donc sur le témoignage de Guillaume et le parcours de CMaxon, donc qui est bien engagé mais qui est loin d'être terminé. Je voulais peut-être faire un petit focus sur l'importance de l'approche économique et de ce que du coup effectivement les structures d'accompagnement peuvent apporter à des projets comme celui de CMaxon, qui sont des projets, dans le jargon on dit techno-push. C'est-à-dire que c'est des projets qui partent d'une technologie et qui vont pousser la technologie vers le marché, à l'inverse des projets market pool où on identifie une problématique marché et on va aller chercher les technologies qui permettent effectivement de répondre à ce besoin du marché. Donc là, en fait, Guillaume, quand il est arrivé la première fois à l'incubateur, il avait une vision il avait une vision
voilà, de la manière dont effectivement ses compétences, ses connaissances et la science qu'il maîtrisait pouvaient adresser un marché, mais on était vraiment sur quelque chose de très ambitieux avec de l'adaptation de l'interface homme-machine pour des opérateurs en milieu difficile et contraint comme les pilotes de chasse, mais aussi les opérateurs dans le domaine du nucléaire, enfin, voilà, qui sont soumis à des charges cognitives importantes. Ça fait pas un produit. Et donc, un des enjeux forts du travail qui a été réalisé par Christine Cerruti, qui est la chargée d'affaires, qui a suivi Guillaume pendant tout son parcours d'accompagnement, ça a été d'accompagner Guillaume dans la réflexion, de l'identification. Alors, toujours un mot de jargon, parce qu'il y a beaucoup de jargon dans notre milieu, ce qu'on appelle le MVP, en français, produit minimum viable, qui est d'essayer d'identifier à partir effectivement de ces actifs, c'est-à-dire effectivement de ses connaissances, de la science et de la technologie qu'il maîtrisait et qu'il voulait développer, ce qui pourrait être un premier produit qui à la fois soit le plus simple possible à développer, avec les moyens dont disposait Guillaume et tous les moyens qu'on pouvait mobiliser mais qui restent limités, et qui, quand même, malgré tout, répondent à un besoin suffisamment important d'un premier client pour que ce client soit prêt à payer. Et donc, d'être capable, effectivement, de construire, en fait, d'identifier ce premier produit que Semaxon pourrait développer pour adresser un premier marché, commencer à faire du chiffre d'affaires, parce que la finalité d'une entreprise et la viabilité à terme d'une entreprise, c'est quand même son chiffre d'affaires. On vous parle beaucoup de financement, de subventions, parce qu'effectivement, dans ces premières étapes, ce sont les outils financiers qu'il faut mobiliser, parce que le risque est trop important et qu'on n'est pas encore sur le marché, donc on n'a pas de clients. Mais la finalité, c'est quand même effectivement d'avoir des clients qui vont vous acheter le produit. Donc il faut identifier ce premier produit. Et donc c'est le travail qui a été réalisé, donc avec effectivement dans le secteur de l'aéronautique, ces cas d'usage qu'il a fallu identifier, parce que il fallait vraiment définir pour qualifier le produit à développer, définir quels étaient les cas d'usage dans lesquels effectivement il pouvait y avoir un besoin suffisamment important pour que derrière on ait des clients qui payent. Donc c'est tout ce travail d'accompagnement qui a été réalisé pour identifier ça et puis ensuite effectivement mettre en place les outils de financement pour développer ce qui sera bientôt un premier produit commercialisé par Semaxon. Merci. Et donc pour terminer avec le dernier témoignage, et non le moindre du coup, donc Maximilien Joannides pour Odaptos. Bonjour à tous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est spécialisés dans les visioconférences et notamment dans les tests utilisateurs. Donc, les tests utilisateurs, ça va être des tests qu'on va faire avec des compagnies où on va inviter leurs clients à venir tester un produit ou une expérience digitale. On va leur poser des questions pour savoir justement leur ressenti, leur expérience globale, afin de faire des produits qui vont être mieux sur le marché, qui vont correspondre aux testeurs. Donc nous, on est deux dans la compagnie d'Odaptos, deux cofondateurs, qui nous sommes lancés en 2020 sur la société, juste après notre master. On est tous les deux designers. Et on s'est rendu compte donc sur le terrain et à travers les échanges qu'on a vus avec nos professeurs qu'il y avait une problématique à résoudre dans ces tests utilisateurs qui était long à mener et très coûteux pour les entreprises. Donc ces tests ils sont faits avec 5 personnes, on va inviter 10 à 15 testeurs sur une journée et ça a coûté entre 5 et 10 000 euros pour faire des tests d'utilisabilité. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait l'améliorer donc et on pouvait faire ces tests avec de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle va venir nous aider dans ces visioconférences pour analyser le testeur et détecter les émotions et les sentiments sur leur visage afin de créer des comptes rendus qui vont être automatisés et qui vont permettre aux équipes marketing, aux développeurs de revenir directement en fait sur ces comptes rendus afin de trouver des solutions plus rapidement et comment améliorer les produits. Donc nous, on s'est lancé en 2020, juste après le master, et on a directement fait un premier POC. On est allé aux États-Unis, on a rencontré un développeur et on a fait une première solution qui permettait donc de détecter les sentiments et les émotions sur le visage de la personne. Et suite à ce POC-là qu'on a fait, qui était vraiment un tout petit logiciel, on s'est dit qu'on avait la preuve de concept qui nous permettait de nous lancer. Donc on a directement créé la société. Donc c'est pas, on va dire, la seule chose à faire pour faire la société, mais on s'est dit que fallait commencer par là. Et après ça, on est allé voir la BPI. Et la BPI nous a dit qu'on pouvait faire une bourse French Tech qui nous a aidé du coup à avoir les premiers financements pour lancer la société.
Et on nous a recommandé donc d'aller vers le BIC. Et là, comme vous le voyez sur la frise, on a un triple accompagnement chez Odaptos. Donc on est accompagné par le BIC, l'IMT et la SAT AXLR. Et au fur et à mesure des années, et comment on a développé la société, c'est que cette première incubation au BIC, elle a permis d'une part de structurer notre société et de savoir vers où est-ce qu'on voulait aller en termes d'organisation et de comment on allait continuer l'entreprise. Donc ici, on peut voir qu'on a fait un jumping création, comme Sim, et qui nous a permis donc de lancer cette société, de trouver les acteurs, d'être dans la région, afin de continuer à développer, à construire la société. Et le BIC nous a recommandé ensuite d'aller voir l'IMT des Mines d'Alès, et sur cette partie qui était beaucoup plus technologique pour nous permettre donc d'être en relation avec des chercheurs. Donc nous, ça a été l'IMT, le laboratoire, et également Euromove DHM, qui nous ont permis avec le recrutement d'un stagiaire, avec les expériences qu'avaient les chercheurs, de co-construire, on va dire, notre outil technologique et d'améliorer tout ce qui était sur la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale dans notre application. Donc on a eu cet accompagnement du BIC, de l'IMT, et ensuite on a fait la Vivatech et le prix Versy en 2021. C'était co-accompagné par la région et l'IMT, qui nous ont permis donc de médiatiser notre solution, parce qu'une entreprise, il faut qu'on aille sur le marché et qu'on soit reconnu. Et donc on a été accompagné par l'IMT sur le prix Bercy, qui nous a permis donc avec une subvention de faire la Vivatech et également d'aller ensuite au CES aux États-Unis présenter la solution de façon encore plus mondiale, on va dire. Et suite à ce Vivatech, suite à ce CES, on arrive en janvier 2022 où on doit donc commercialiser notre solution après être passé en bêta et avoir développé toutes les fonctionnalités inhérentes à notre application. On a été contacté donc par Philippe Gabrion de la SATT AXLR, qui nous a permis, grâce au programme TTM Factory, de pouvoir nous lancer sur le marché grâce à cette subvention et cette aide, afin de rencontrer donc nos clients, de leur proposer la solution qui leur permettrait d'accélérer leurs tests utilisateurs. Et donc ce triple accompagnement, on va dire, nous a permis d'être épaulés et d'être accompagnés par des experts qui, dans chacune des branches, on va dire, de notre aventure entrepreneuriale, ont permis, grâce aux chargés d'affaires et à leurs conseils, d'être épaulés et d'avoir une direction pour la société. Parce que quand on est juste designer, on va dire, et qu'on se lance dans ce projet, on a besoin d'avoir des conseils qui vont nous permettre de savoir où aller, que ce soit en termes technologiques, que ce soit en termes commerciaux, que ce soit en termes économiques, comme on l'a souvent dit, et qui vont permettre d'avoir une structure globale avec ces triples accompagnements, par exemple, qui vont faire un succès pour notre société. Donc aujourd'hui, on est à cette phase de commercialisation où on rencontre des grands groupes, des scale-up, des startups, où on leur propose cette solution pour améliorer leurs produits. Et on fait une levée de fonds en ce moment qui va nous permettre justement de scaler encore plus pour continuer le développement de la société. Merci Maximilien. Donc, ce témoignage nous permet aussi de vous présenter plus largement justement cet écosystème de l'innovation. Et Anne va préciser justement le rôle, enfin comment on fonctionne au niveau du réseau, par exemple localement, entre pépinières et incubateurs. Oui, alors effectivement, là, vous avez un exemple d'une entreprise qui est co-accompagnée. Ça veut dire qu'elle bénéficie effectivement du soutien de plusieurs structures. Et on a la chance d'être sur un territoire ici qui, effectivement, est vraiment dans cette logique de réseau. Donc d'abord, qui est un maillage de structures d'accompagnement relativement important. Si je prends le réseau IP+, qui est le réseau à l'échelle de l'Occitanie des structures, des pépinières et incubateurs, c'est plus d'une quarantaine de structures, avec à la fois des structures qui sont des structures territoriales, donc ont une vocation à développer un territoire. Isabelle pourra revenir sur la présentation de cette structure et de leur logique. Donc on en a sur tout le territoire. Et puis à la fois des structures qui sont plus des structures qui ont des approches spécialisées. Donc on représente ces structures-là. Donc nous, on accompagne des projets
sur un stade très précoce de maturité, plutôt orienté création, on va dire, et puis évidemment des structures avec de l'innovation technologique qui correspond aux compétences de l'école. Vous avez des structures comme Alter Incube qui, par exemple, vont accompagner spécifiquement les projets d'innovation sociale à l'échelle de la région. Donc, toutes ces structures qui chacune ont leur spécificité sur le territoire de l'Occitanie, vous avez une chance, c'est qu'elles travaillent très bien ensemble. On n'est pas dans des logiques de compétition, on est vraiment dans des logiques plutôt de coopération. Donc on sait discuter entre nous, on sait définir aussi effectivement du co-accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus faire de doublons, on travaille ensemble, les chargés d'affaires se connaissent. Et donc, quand vous entrez dans ce parcours entrepreneurial, donc vous l'avez compris, il faut y aller très tôt. Et j'ai envie de dire, vous tapez à la première porte qui se présente à vous, quelle qu'elle soit. De toute façon, nous, après, derrière, on saura effectivement vous réorienter, on saura discuter entre nous pour aller mettre en place les co-accompagnements. Alors, soit vous réorientez si ce n'est pas tout à fait la bonne porte à laquelle vous avez tapé. Par exemple, avec le BIC, ça arrive souvent. C'est un projet techno, il est très en amont et très précoce. Et du coup, les chargés d'affaires du BIC nous renvoient le projet si ça correspond à nos compétences. Nous, on va l'accompagner, on va travailler sur les aspects faisabilité techno, faisabilité économique. Et le projet ayant vocation à s'installer sur Montpellier, derrière, très naturellement, ensuite, c'est l'équipe du BIC de Montpellier qui prend le relais, ce qui permet aussi porteurs de projet d'avoir une période d'accompagnement beaucoup plus longue et puis avec des compétences qui correspondent vraiment au stade de maturité et aux besoins. Donc n'hésitez pas, tapez, j'ai envie de dire, tapez à la première porte que vous rencontrez et après derrière, nous, on saura effectivement vous mettre en relation. Alors je parle des structures d'accompagnement. Après, vous avez bien compris aussi que c'est un réseau qui travaille avec tout l'écosystème notamment de financement. Donc on fera ces mises en relation aussi, mais on fera ces mises en relation pour mettre en place le co-accompagnement nécessaire. Merci. Isabelle, tu voulais dire aussi une précision sur l'adossement à la recherche publique, c'est ça Donc nous, au BIC de Montpellier, on accompagne à peu près 28% des projets que nous accompagnons sont issus de la recherche publique ou privée. Donc effectivement, c'est un accompagnement un peu spécifique. On l'a vu, le temps long des formations qui au départ ne sont pas forcément adaptées. Donc effectivement, la nécessité pour les futurs entrepreneurs d'apprendre un nouveau métier finalement. Et vous le verrez cet après-midi lors d'une table ronde, ça s'apprend. Il n'y a pas de... Voilà, ça s'apprend, on ne va pas à l'école, mais ça s'apprend quand même. Donc voilà, la recherche publique, aujourd'hui, elle a un rôle à jouer encore plus important, je dirais, que les années passées. Indemad en a parlé, on est sur des défis sociétaux, environnementaux colossaux. Et on a besoin de cette recherche publique appliquée dans les startups, dans l'économie, pour pouvoir nous sortir de cette impasse dans laquelle on s'est mis. Donc voilà, c'est pour moi un grand appel à la recherche publique. Vous avez des idées formidables, il faut essayer de les mettre en place, les mettre en œuvre dans la vraie vie. Et voilà, on est tous là pour vous aider et vous accompagner. Et je voudrais passer aussi un petit message aux femmes qui nous écoutent. Parce que là, je vois beaucoup d'entrepreneurs, mais il existe des entrepreneureux, je vous assure, elles sont là aussi. J'ai un petit coucou à Nathalie Potremat, par exemple, ou à Dominique Barré-Etienne, qui aurait pu être avec nous aujourd'hui. Donc, les filles, allez-y, lancez-vous. Il y a de la place à prendre, il y a de la place pour vous. Vous avez des idées formidables. Donc, n'ayez pas peur. On est là aussi pour vous accompagner. Donc, lancez-vous, sautez le pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Je crois qu'on a un petit temps de questions-réponses, s'il y a des questions dans la salle. Non. C'est que ça a été très clair. Merci. Merci à tous.